Chers auditeurs, bonjour. Ici le lieutenant Sturm pour Méridien Zéro, l'émission francophone et française de Radio Bandiranera. Une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas dans nos studios, nous ne sommes pas en soirée. Et cette émission est diffusée directement en podcast. Nous l'enregistrons en ce moment même dans le stand. Nous sommes tout près du stand de Méridien Zéro, pardon. À la table ronde de Terre et Peuple qui se déroule cette année, contrairement à de nombreuses années précédentes, qui se déroule sur Rungis. Alors nous allons avoir un certain nombre d'invités qui vont se succéder au micro, des artisans, des gens qui présentent un certain nombre de revues, de livres, ainsi que quelques animateurs de Terre et Peuple. Alors, premier invité sur cette émission en direct de la 16e table ronde de Terre et Peuple, notre ami Jules Dufresne des éditions du Lore, qui va nous parler un petit peu de l'ambiance générale de cette table ronde et puis de ce qu'il nous propose sur son stand. Eh bien, tout d'abord, bonjour à toute l'équipe de Méridien Zéro. Je vous remercie de me faire participer à cette petite émission donc en direct de la table ronde de Terre et Peuple, comme vous nous l'avez si bien présenté. Eh bien, écoutez, la table ronde de Terre et Peuple, c'est avant tout un moment de camaraderie. Comme beaucoup sont censés le savoir, on est tous un petit peu dispersés géographiquement sur notre beau territoire et évidemment la table ronde annuelle de Terre et Peuple est le moment de pouvoir nous réunir et de nous voir pour les personnes les plus éloignées. Moment donc de camaraderie et également des moments finalement qui nous permettent de faire de nouvelles rencontres, des personnes qui aiment mettre un visage sur les différents acteurs de notre mouvance. Donc les conférences également qui se déroulent agréablement bien, si j'ai cru comprendre. Une affluence qui, malgré les pressions, n'a pas lieu de désemplir. Hein, nous sommes... Oui, parce qu'on va repréciser qu'effectivement le déplacement à Rungis est un déplacement forcé sous la pression d'un certain nombre de lobbies et du conseil général des Yvelines. Voilà, le camarade qui nous accueillait et qui prêtait son lieu depuis des années a dû malheureusement se soustraire à ça. Alors plus particulièrement, toi je crois que ça fait plusieurs années que tu es exposant à TP. C'est-à-dire que donc, nous intervenons par le biais d'un stand pour présenter donc, nos publications. Notre maison d'édition existe donc depuis juillet 2005 et donc c'est avec un grand plaisir que tous les ans on se retrouve pour présenter les nouveautés à notre lectorat. Alors justement, en parlant de nouveautés, j'ai cru remarquer qu'il y avait deux ouvrages que tu venais d'éditer. Notamment écrit par l'un d'entre eux écrit par un auteur assez bien connu de la mouvance, auteur controversé. Donc peux-tu présenter ces deux nouveautés à nos auditeurs ? Oui, bien volontiers. Alors le premier titre de cette fin d'année qui sera vraiment le fer de lance, car cet ouvrage représente une véritable mine d'informations. Il s'agit du livre de Louis-Marie Cordier, un livre quasiment testamentaire, une mine d'informations aussi bien au niveau histoire des religions que des concepts politiques, mais également des différentes royautés qui ont animé la France. On arrive sur cette mine d'informations écrite dans un style assez léger, parfois cynique, mais qui rend le texte très vivant. Et donc le titre de cet ouvrage, c'est tout simplement en quelques mots, simplicité d'un titre, tout simplement l'humilité d'un auteur qui a laissé une grande œuvre. La deuxième nouveauté que tout le monde attendait avec impatience, et notamment l'équipe de Méridien Zéro, ça faisait quelques mois qu'on me tannait sur cette question, notre ami Guillaume Fay qui revient avec un ouvrage intitulé Sexe et dévoiement. Donc voici notre électron libre qui traite de la sexualité, un thème central à la croisée de tous les chemins si je puis dire. Donc aussi bien sur le délitement du noyau familial actuel que le métissage, l'émergence et la banalisation de la pornographie qui fait des ravages sur la jeunesse. J'incite vraiment ardemment les personnes qui aiment les études de sociologues de terrain de ne pas hésiter à
à prêter l'œil sur ce type d'ouvrage. Oui, rappelons d'ailleurs que Guillaume Fay n'est pas novice en la matière. Il avait écrit en 1983 une petite brochure intitulée Sexe et idéologie, aux éditions du Labyrinthe. Il avait lui-même enseigné la sociologie à la faculté de Besançon, donc c'est une thématique qui lui est chère déjà depuis plusieurs décennies et sur laquelle visiblement il est revenu à la lumière d'évolutions récentes dans notre société déliquescente. Exactement, c'est-à-dire que cet ouvrage lui a mis environ 4 ans à rédiger, mais néanmoins cet ouvrage est très actuel. Vous verrez par exemple dans les annexes que Guillaume revient par exemple sur la fameuse affaire DSK, le feuilleton de l'été. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur des questions actuelles. Au niveau des renseignements biologiques, scientifiques, on est à la pointe car sa bibliographie s'inspire donc des plus grandes études anglo-saxonnes, donc une grande liberté en la matière, pas de langue de bois dans les pays anglo-saxons, liberté de recherche qui caractérise finalement la valeur d'un ouvrage. En tout cas, indéniablement un ouvrage à lire et à faire lire, et surtout qui paraîtra peut-être moins de controverses par rapport à son ouvrage précédent, qui avait fait du bruit de Landerneau. Donc pourriez-vous également nous présenter quelques-uns des autres titres que vous éditez? Votre catalogue est assez large, il y a pas mal d'ouvrages présents sur votre stand, donc quels seraient les ouvrages sur lesquels vous souhaiteriez attirer l'attention de nos auditeurs? Eh bien écoutez, je pourrais m'orienter sur un ouvrage synthétique qui personnifie je dirais le grand penseur que fut Nietzsche. Je précise cet ouvrage, je le mets en exergue pour la simple et bonne raison que l'auteur est présent aujourd'hui, donc dédicace sur notre stand son ouvrage. Il s'agit donc de l'ouvrage d'Olivier Meyer, Nietzsche hyperboréen ou l'école du surhomme. C'est-à-dire que petit ouvrage assez synthétique qui, pour parler comme à l'heure actuelle, on pourrait dire que c'est une bonne piqûre de rappel quant à la pensée nietzschéenne. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Juste avant de nous quitter, est-ce que tu peux rappeler les coordonnées de ta librairie, l'ensemble des éléments qui permettent à nos auditeurs de pouvoir commander tes livres? Alors pour toute communication épistolaire, vous pouvez donc nous adresser vos courriers à La Diffusion du Lore, lieu-dit La Fosse, 35 250 Chevigné, CHEVAIGNE accent aigu. Également le téléphone fax pour toute demande urgente, 02 99 66 13 50. Vous pouvez également consulter notre site internet qui vous permet de découvrir les fiches techniques des ouvrages, mais également de commander en ligne 24 heures sur 24 de manière sécurisée. La diffusion du lore tout attaché.fr tout simplement. Un grand merci Jules et puis bon retour sur ton stand en espérant que les ventes seront bénéfiques et prolifiques. Merci. Merci au Méridien Zéro. Et oui mon cher Sturm, donc avec Jean-Louis, nous avons un militant qui vient de sortir de la conférence de... Alors, on va peut-être d'abord présenter notre camarade. Ton prénom ? Yann. Alors Yann, tu étais à la conférence d'Emmanuel Ratier et de Maître Delcroix. Tout à fait. Alors, Yann, tes premières impressions, comment c'était ? Très intéressant, les deux interventions étaient passionnantes, l'assistance a vraiment apprécié, on n'a qu'à voir à l'applaudimètre, ils ont eu du succès tous les deux. Quelle était la thématique ? Alors la thématique, qui est la thématique de la journée, c'est sur les lobbies. Donc chacun des intervenants a sa spécialité, suivant certains lobbies. Ratier parle de son bouquin Au cœur du pouvoir, donc il développe la société du siècle, plus particulièrement. Et Maître Delcroix nous a parlé de son expérience d'avocat, où il a eu à combattre de nombreux lobbies, nombreuses associations antiracistes, et anti-antisémites et compagnie. Très bien, merci Yann. Alors, étant donné que nous sommes estampillés Méridien Zéro cet après-midi, Yann, vous connaissez Méridien Zéro ? Tout à fait, je suis un fervent admirateur et j'écoute toutes les semaines les podcasts. Ah oui, non, pas le dimanche soir, oui. La seule émission que j'ai pu écouter en direct, c'est celle de notre adoré chef Pierre Vial. Ah, Pierre Vial,
Oui, alors pas le panorama actu, mais celle consacrée à Pierre Vial et puis plus largement à Intérêt Pop, parce que c'était surtout l'intérêt, où nous avions avec l'ami Crampon la joie et le plaisir de recevoir Monsieur Vial. Voilà. Yann, je crois que vous animez un blog, il me semble également, non? Tout à fait. Mon blog s'appelle yandark.com. Bon, il se trouve que pour le moment, je l'ai laissé un peu à l'abandon, donc il n'y a pas beaucoup d'actualité, mais il est toujours actif car je sais que ça déplaît à certains de nos ennemis. Donc je le garde sous le coude et ça ne m'empêche pas de faire de la pub pour Méridien Zéro toutes les semaines. Voilà, et bien écoutez, merci chers camarades, à bientôt. Alors nous recevons maintenant notre ami Xavier Aimant qui anime sur cette journée le stand Zentropa. Stand relativement bien fourni, t-shirt, revue. Alors qu'est-ce que tu nous as amené Xavier sur ce stand? Alors cette année, deux thèmes principaux pour le stand, donc Zentropa évidemment pour faire la promotion de notre site internet et de notre communauté, mais également Solidarité Identité qui est l'association auquel Zentropa participe et qui est liée avec nos camarades italiens de Casa Pound, qui est une association de soutien à tous les peuples qui luttent contre le rouleau compresseur capitaliste. Et donc nous avons des t-shirts notamment qui nous ont été fournis par l'association Popoli pour le soutien au peuple karen qui lutte contre la junte birmane. Donc sur le stand, c'est cette double actualité, solidarité identité et zentropa.info. Bien. Tu peux nous dire un peu où vous en êtes avec Zentropa, les projets? Bon, je sais que vous êtes assez accaparé par Solidarité Identité. Je crois que c'est le grand projet qui a été aussi porté par la communauté Zentropa. Oui, alors Zentropa, on cherche déjà à maintenir notre activité sur Internet de façon régulière, pluriquotidienne, et ça c'est toujours un gros travail. Donc déjà maintenir ça, c'est en soi un objectif. Ensuite, ce qui a toujours été le travail de Zentropa, soutenir toutes les initiatives qui nous semblent mériter le soutien, et donc communiquer sur tout ce qui se passe en Europe dans notre mouvance au sens le plus large possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous mettons l'accent sur cette association Solidarité Identité. Donc je peux peut-être donner le site internet qui est www.solidarité-identité au pluriel.org, et qui est une initiative qui vise à mettre en rapport toutes les associations, toutes les volontés qui veulent combattre dans le sens du droit des peuples et de l'avenir des peuples contre l'uniformisation marchande et libérale. Alors une question, est-ce qu'il y aura une représentation de Solidarité Identité en France, on va dire une association fille, ou est-ce que vous vous appuyez sur de l'existant? Comment vous allez fonctionner? Alors en fait, l'idée c'est de créer un poste, on va dire, ou une association liée à Solidarité Identité dans chaque pays. Donc le site dont je viens de donner l'adresse, c'est le site de l'entité française de Solidarité Identité. Il y a déjà donc l'équivalent en Italie, il y a l'équivalent aux Pays-Bas. Le Pays-Bas qui a une grosse activité en ce moment parce que le prochain objectif de Solidarité Identité, c'est d'organiser un voyage et un voyage d'aide aux communautés africanaires en difficulté. Et donc évidemment, historiquement, nos camarades du Pays-Bas sont très liés. Et les Flamands également. Exactement, donc il y a eu plusieurs déjà activités de récolte de fonds, de dîners de solidarité qui ont été organisés par les camarades de Solidarité et Identité en Flandre. Et donc le fonctionnement sera le suivant, c'est-à-dire autonomie d'une structure par pays et un rassemblement des fonds récoltés pour mener des missions humanitaires et des missions de solidarité. Alors sur
sur les dernières pages de Zentropa, enfin dans l'actualité de ces derniers jours, on a pu voir un appel à la mobilisation pour le jeune camarade Alberto, surnommé Zippo à Casapande. Que lui est-il arrivé? Quelle forme prend cette mobilisation? Et comment les auditeurs de Méridien Zéro peuvent participer et peuvent contribuer à cette mobilisation? Alors pour situer un petit peu ce problème, c'était actuellement en Italie, le mouvement Casapande s'implante de plus en plus largement, a fait récemment à Naples une démonstration de force avec une manifestation de plus de 2000 militants dans une ville difficile. Et face à ça, la réaction du pouvoir, c'est évidemment la répression. Et la première victime de cette répression, c'est donc notre camarade Alberto, donc Zippo, qui est accusé d'agression par un membre du PD, du Parti démocratique, donc du mouvement politique qui est un adversaire politique clairement défini et qui donc sur les simples allégations de cet individu qui prétend avoir reconnu Zippo a été arrêté et embastillé par les forces de l'ordre italiennes. Donc il est actuellement en prison, encore une fois sur les simples allégations d'un adversaire politique qui est issu d'un mouvement qui a plusieurs fois montré son opposition même violente vis-à-vis de Casapande, puisqu'il faut quand même rappeler que l'appartement des parents d'Alberto a été visé par un attentat il y a quelques mois pour essayer de l'intimider. Donc c'est dans un climat de violence que notre camarade a été embastillé. Très bien, mais écoute, un grand merci. On peut rappeler peut-être l'adresse de Zentropa pour nos auditeurs, pour qu'ils aillent consulter le site. Oui, tout à fait, parce que donc c'est www.zentropa.info et c'est sur le site que vous trouverez notamment les coordonnées d'Alberto pour pouvoir lui écrire en prison. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit courrier ou une carte postale de solidarité, parce que c'est très important la solidarité européenne sur ce genre de problème, car nous sommes tous amenés à être possiblement confrontés aux mêmes difficultés. Eh bien Xavier, merci, bon retour sur ton stand et puis bonne vente. Alors nous recevons maintenant au stand Méridien Zéro notre ami Fabrice qui est venu animer lui-même un stand pour cette 16e table ronde de Peuple, stand consacré donc à l'association bien connue, mais dont nous allons réexpliquer le fondement et les buts, l'association des Amis de Jean Hebien. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors cette AJM, comment fonctionne-t-elle et comment peut-on vous joindre ? Écoutez, l'association fonctionne depuis quelques années, en fait, avant le départ de Jean Mabir vers l'autre monde. Je l'ai reprise à sa mort en 2006 avec une équipe un peu rajeunie, plutôt des trentenaires, quarantenaires. Et nous sommes donnés comme devoir de préserver sa mémoire et de continuer à entretenir son œuvre et de la diffuser au plus grand nombre, et notamment les jeunes qui n'ont pas eu la chance de le rencontrer et qui a fait beaucoup de choses pour nous. Et vous en êtes vous-même un témoin. C'est vrai. Monsieur PGL, une question sur ce... Non, simplement demander à notre invité Fabrice, quel est un petit peu le but de sa présence ici, quelles sont les impressions de cette journée, qui rassemble encore du monde, et on l'espère, qui est un des rares rassemblements de notre mouvance, la mouvance dite identitaire au sens très large. Donc, quelles sont un peu tes impressions ?
Alors, on tient en fait ce stand des Amis de Jean Mabir depuis donc sa disparition. Nous sommes ici bien évidemment parce que Jean a été l'un des participants actifs de Terre et Peuple et président d'honneur de Terre et Peuple. Il est intervenu plusieurs fois pour les différents colloques. Enfin voilà, par fidélité et par nous venons ici. Nous y rencontrons en fait beaucoup d'adhérents que nous avons qui en profitent pour renouveler leurs cotisations et on en profite pour vendre les livres de Jean Mabir et notamment peut-être des choses plus récentes puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis son départ nous publions un bulletin trimestriel qui évoque pour chacun d'entre eux une phase de sa vie, un thème qui lui a été cher comme ça peut être la mer, l'écrivain guerrier, la Normandie, la Bretagne, la Belgique, enfin voilà, des thèmes qui nous viennent à l'esprit et un bulletin par trimestre voilà, qui fait vivre sa pensée à travers les âges, à travers la jeune génération notamment, puisqu'il se trouve qu'on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes adhérents, assez curieusement d'ailleurs, et assez peu d'anciens. Je crois d'ailleurs qu'avec la postérité qui est la sienne, Jean Mabir continue à avoir une actualité éditoriale. Je me suis laissé dire que vous avez contribué à faire éditer le tome 8 de ces chroniques cultes en quelque sorte, Que lire, qui offre un regard un petit peu anticonformiste et surtout neutre sur tout un pan de la littérature française et européenne. Absolument. En fait, on s'est associé avec Philippe Randa, l'éditeur, qui avait eu à l'époque la diffusion des Que lire à sa charge, pour partie, en tout cas pas tous les tomes, mais les rééditions. Et donc, on a eu l'opportunité d'en ressortir un, à savoir le tome 8. Et j'espère que l'avenir nous dira qu'on pourra sortir d'autres, puisque nous avons matière à faire probablement jusqu'au tome 11. Je crois qu'on peut également signaler à nos auditeurs que vous avez édité récemment une bibliographie de Jean Mabir établie par Alain Benoît, qui est le grand spécialiste en la matière, préfacée par Dominique Vénère. Oui, alors la bibliographie est un petit fascicule en fait. Il faut faire attention à ne pas prendre ça pour un livre. C'est un petit opuscule agrafé, mais qui en fait est la vraie bibliographie puisqu'elle est très exhaustive d'un travail de fourmi qu'a réalisé Alain de Benoît et qui a eu la gentillesse, sans rien nous demander, de nous la donner pour qu'on puisse la diffuser au plus grand nombre. Elle n'est pas très chère, elle est à 9 € et c'est un petit fascicule assez complet. Et Dominique Vénère, qui est un grand ami de Jean Mabir, a eu la gentillesse de nous la préfacer également. Voilà. Bien, mon cher Fabrice, en guise de conclusion, peut-être peux-tu nous rappeler les coordonnées de l'association pour tous nos auditeurs intéressés à recevoir le bulletin et à participer à l'actualité et au soutien de la mémoire de Jean Mabir. Alors, l'association a une adresse qui a migré de Normandie vers la Charente-Maritime, mais dans un village qui porte le même nom qu'un village normand, à savoir Bernay. Donc, l'adresse de l'association des Amis de Jean Mabir est au 15 route de Breuil, 17 330 à Bernay-Saint-Martin, et donc en Charente-Maritime, puisque c'est le lieu où je réside maintenant après avoir passé 28 ans en Normandie. Très bien, un grand merci Fabrice, bon retour sur ton stand et puis bonne diffusion. Merci à vous. Tu me rencontras à Berchtesgaden. You met me in Berchtesgaden. I was sure that it should happen. Sûr que ça valait la peine, car tu chantes avec une seule idée en tête, avec une seule idée en tête. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Leben eingestellt, auf Leben eingestellt. Eingestellt, auf Leben eingestellt. Nous recevons maintenant notre camarade Erwin Turketil qui a la lourde tâche de s'occuper de la revue Outlagi, revue assez connue d'un certain nombre de nos lecteurs, dont nous allons tout de même rappeler la fondation et les axes principaux. Et ensuite nous parlerons du dernier numéro qui vient tout juste de sortir pratiquement pour la table ronde. Exactement, il vient juste de sortir, le numéro 33. Il y a une évolution par rapport à tous les anciens... Au numéro 32, nous sommes passés à une nouvelle formule. La maquette a changé, le fond aussi. On s'intéresse plus maintenant à l'Europe, et au mythe, à l'identité, puisque ce sont quand même nos racines. Donc on s'est un peu ouvert et pour l'instant, ça plaît. La nouvelle formule a accroché. Donc on va continuer sur ce cap.
Rappelons que dans les précédents numéros, c'était plus spécifiquement axé sur la Bretagne, la Normandie et le Maine, hein, si je ne m'abuse. Ouais, Normandie et Bretagne surtout. Au tout début, il y avait le Maine et l'Anjou, mais ça c'était vraiment le tout début, hein, des années 99 qu'on a démarré. Maintenant, c'est plus ouvert à la Normandie, c'était surtout axé Normandie et Bretagne, mais là on s'ouvre beaucoup plus sur l'Europe parce que pour nous, c'est important. Et on veut toucher un autre public aussi, que de rester centré sur nos deux régions. C'est bien beau, mais voilà, l'important c'est de se faire connaître, quoi. Alors c'est vrai que ce dernier numéro est d'une magnifique facture, hein, avec une maquette revue et au meilleur sens du terme. Alors pouvez-vous un petit peu nous éclairer les lecteurs sur le contenu de ce nouveau numéro? Dans le dernier numéro, il y a un dossier important sur l'ambre, l'or du Nord. Et le symbolisme, on continue le symbolisme qu'on avait commencé le numéro précédent sur le cheval. Dans ce numéro, c'est sur l'ours, un ancien roi parmi les hommes. On parle aussi de l'histoire des proto-germains. Et nous abordons aussi une question très importante pour nous, c'est les symboles. Les symboles qu'on a pu retrouver en Europe il y a 3000 ans. On essaie d'expliquer tous ces symboles, les roues solaires, les cercles. On le trouvera ce dossier-là sur plusieurs numéros. Ça va s'échelonner sur plusieurs numéros. On démarre avec le numéro 33. Donc on met beaucoup d'intérêt sur cet article-là, parce que ce sera vraiment un dossier très important. Bien, Erwin, en guise de conclusion, peux-tu nous rappeler et redonner à tous nos auditeurs l'ensemble des coordonnées pour se procurer la revue Outlagi et même suivre votre actualité par l'intermédiaire du site internet? Exactement, donc on a un site internet qui n'est pas à jour, mais on va le mettre à jour là, outlagi.org. Autrement, le numéro est à 6,50 €, l'abonnement est à 26 €. Tous les courriers sont envoyés à Outlagi, boîte postale 50 527, 35 505, Vitré Cedex. Voilà quoi. Là, sauf pour l'Europe, l'abonnement pour l'Europe est un peu plus cher, à 48 €. Et les chèques sont à l'ordre d'Outlagi, l'association Outlagi. Très bien. Erwin, je crois qu'avant de nous quitter, tu as une petite dédicace à faire aux maquettistes de la revue. Oui, à Art, qui fait un boulot formidable depuis 2 numéros et que j'étais ravi de rencontrer. Et maintenant, on a une très forte collaboration et une amitié s'est créée entre nous. Donc voilà, quoi, c'était juste lui faire un petit coucou en direct de la table ronde de TP. Il n'a pas pu venir, donc par l'intermédiaire d'Internet, je le salue. Voilà, et puis je crois que c'est un fan de Méridien Zéro, donc ça lui fera plaisir également. Exactement. Erwin, merci beaucoup, bon retour sur ton stand et bonne distribution de cette excellente et magnifique revue d'Outlagi. Merci. Alors nous recevons maintenant notre ami et camarade Emmanuel Ratier, habitué des ondes de Méridien Zéro, mais aujourd'hui présent à Terre et Peuple pour 2 actualités. D'abord un stand de la librairie Facta qui est non loin d'une autre, et puis Emmanuel, un passage dans une des conférences en fin de matinée je crois, ou début d'après-midi, sur un thème bien connu sur nos ondes, celui du siècle, avec je crois comme objectif de l'abattre en tout premier lieu. Voilà, donc en fait c'était une présentation assez courte qui était destinée à permettre aux personnes présentes à la réunion de Terre et Peuple de un peu mieux connaître le siècle, puisque cette édition était consacrée au lobby. Et je pense que le premier lobby à abattre, comme je leur ai dit, nous sommes en 1789, et donc le premier lobby à abattre, la première Bastille à prendre, c'est le siècle. Donc je ne saurais trop leur recommander de participer aux manifestations le dernier mercredi de chaque mois contre les réunions du Club Le Siècle, et de lire le livre que j'ai publié pour savoir à qui il fallait s'attaquer vraiment, et surtout ne pas se tromper d'adversaire.
rappelle le titre du livre, donc, et bien sûr la moyenne de se le procurer, que ce soit sur internet ou par voie postale. Alors donc il s'agit de Au cœur du pouvoir, qu'on peut trouver sur le plus simple est de l'acheter par internet, parce que je pense que la plupart des auditeurs de votre émission n'habitent pas Paris. Donc il faut aller sur le site lesiècle.info et on trouve une page où on peut commander l'ouvrage. Sinon on peut aller à la librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e, ouverte du mardi au samedi de 12h à 20h. Et aujourd'hui nous tenons un stand à Terre et Peuple, d'ailleurs comme tous les ans, parce que nous avons beaucoup d'amis et de camarades à Terre et Peuple, c'est toujours un plaisir de venir. Il y a une très grande diversité des stands, il y a une beaucoup plus grande liberté, on pourrait même dire qu'une liberté absolue y règne, ce qui est assez rare lors d'autres réunions. Et donc moi je fais un peu mes emplettes de l'année, mes cadeaux de Noël, on trouve toutes sortes de choses très intéressantes. Voilà. Peux-tu nous rappeler aussi le portrait du mois en quelque sorte, que tu as consacré dans le dernier numéro de ta lettre, je pense qu'il peut intéresser les auditeurs de Méridien Zéro, et notamment ceux qui seraient susceptibles d'être les lecteurs de cette lettre d'information unique en France et que tu contribues à pérenniser depuis déjà plusieurs années. Alors en fait j'ai fait des portraits multiples parce que j'ai fait les minorités visibles présentes dans la campagne de François Hollande. Donc c'est une série de petits portraits en fait, de personnes quasiment inconnues. Et celui auquel je consacre le plus de place, que personne ne connaît, s'appelle Fawzi Lamdaoui. Et en fait c'est le directeur de campagne de François Hollande. Je dirais là que par rapport aux campagnes présidentielles précédentes, il y a un net changement puisque il est d'origine algérienne et on l'a mis vraiment à un poste stratégique d'importance. Et je cite un certain nombre d'autres personnes dont j'étudie les biographies, à qui on a donné des responsabilités et qui sont issues de l'immigration. Et ça illustre parfaitement, je crois qu'on en avait parlé une fois à Méridien Zéro, la manière dont le Parti Socialiste a décidé de jouer en fait la carte des minorités, pas seulement visibles, mais minorités, c'est-à-dire donc les minorités visibles, migratoirement visibles, mais également le féminisme, les minorités féministes, les minorités homosexuelles, en fait tous les marginaux, et abandonnant ce qui a toujours été la base du socialisme français, c'est-à-dire la classe ouvrière. Et on le voit très bien, il n'y a aucun ouvrier dans la campagne de François Hollande qui soit à un poste important. En revanche, il y a au moins 8 ou 9 personnes issues de l'immigration. Oui, je crois, si je ne m'abuse, que cela avait été exposé par un des clubs satellites du PS, le fameux club dit de réflexion Terra Nova, dont d'ailleurs les thèses ont été diversement discutées, même par des représentants du Parti Socialiste eux-mêmes. Et d'ailleurs, donc, je l'ai expliqué au cours de la conférence que j'ai donnée durant la table ronde de Terre et Peuple. Oui, c'est une association dirigée par Olivier Ferrand. Et sans surprise, Olivier Ferrand vient d'être coopté au Club Le Siècle. Donc en fait, il rentre dans l'intelligentsia française. Tout ce petit monde s'assemble et se retrouve. Décidément, l'oligarchie devient de plus en plus homogène. Alors Emmanuel, on peut parler aussi de l'actualité du stand Facta. Tu présentes un certain nombre d'ouvrages. Peux-tu nous préciser un peu ce que l'on peut y trouver ? Alors nous, on a une spécialité, c'est qu'on vend pratiquement exclusivement des livres d'occasion, introuvables. Le but, quand j'ai monté cette librairie, était de permettre aux militants nationalistes, aux personnes intéressées par la question du nationalisme au sens large, de trouver des livres épuisés à petit prix ou à prix très moyen, bien moins cher que dans d'autres librairies, et surtout qu'il y a un grand choix, il y a une très grande diversité de titres, etc. Et avec le sérieux, au bout de 6 ans, nous sommes pratiquement la dernière librairie nationaliste à Paris, et en tout cas c'est nous qui avons le plus grand choix. Donc là, le sérieux finit toujours par payer. Peux-tu nous redonner en guise de conclusion, cher Emmanuel, les coordonnées où l'on peut te joindre via la librairie, enfin pour l'achat de ces livres introuvables ou rares, et également les coordonnées de Faits et Documents pour tous les auditeurs qui souhaiteraient s'abonner. Alors puisque votre radio sur Internet, je vais donner les adresses des sites Internet. Donc il y a faitsetdocuments.com, faitsetdocuments.com, des faits des documents, faitsetdocuments.com, et sinon c'est librairie Facta.com, librairie Facta, FACTA.
Emmanuel, un grand merci, bon retour sur ton stand et puis bonne journée. Alors nous recevons maintenant sur le stand de Méridien Zéro notre ami et camarade Jean-Paul qui a la lourde tâche d'organiser sur le plan logistique et stratégique cette journée qui pour la première fois d'ailleurs s'est déplacée de Villepreux à Rungis, ce qui n'a pas dû être simple non plus. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'était une vraie galère puisqu'on a appris donc l'annulation de notre journée une dizaine de jours avant la date et on a galéré pour essayer de trouver des locaux et ma foi, vous les voyez comme moi, ça pourrait être pire, voilà, comme d'habitude. Oui, effectivement, on est pas mal du tout, en tout cas l'agencement des lieux est bon. Peux-tu nous parler un petit peu du choix des stands et de l'organisation? Est-ce que d'abord, tout bêtement, il y a eu des pertes entre-temps? Est-ce qu'il y a eu des propositions supplémentaires ou au contraire, tu as dû refuser du monde? Chaque année, on renouvelle. Il y a des stands ou des exposants qui n'ont plus de stock, qui ont abandonné l'activité, d'autres qui se proposent. Et puis on a les stands, on va dire, les vieux stands, les vieux camarades, les préhistoriques. Donc ça tourne, mais on a toujours un nombre quasi égal de stands, sauf cette année où les locaux sont un peu plus petits. Voilà. Et en termes de fréquentation, un premier bilan, malgré les avanies, le déplacement de la date, on est sur maintenant le début de l'après-midi. Tu as peut-être un début d'idée? Écoute, on n'a pas encore fait les comptes. Ceci étant, la salle de conférence est bien pleine. La salle des stands aussi, au moins autant que l'année dernière. Eh bien, c'est de très bon augure malgré le déplacement et le changement d'axe dans Paris, puisque nous sommes plus au sud maintenant, plus qu'à l'ouest. Est-ce que Rungis va devenir un lieu pérenne ou est-ce que vous réfléchissez par la suite à remobiliser la table ronde ailleurs? Écoute, pendant des années, on a coucouné à Grand Maison. Là, nous avons retrouvé ce lieu grâce à des amis. On va voir l'année prochaine si ce nouvel ami peut tenir encore pour nous accueillir. Mais rien n'est sûr, rien n'est fixé. On préviendra nos amis en temps utile. Écoute Jean-Paul, un grand merci. Merci surtout pour cette journée, pour sa tenue, la variété des stands. En tout cas, nous, on est très heureux d'être ici et on souhaitait t'en remercier. Merci à Méridien Zéro et qui le sait, pourra toujours avoir une table chez nous sans problème. Bonne journée Jean-Paul, au revoir. Bien, nous avons maintenant l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui nous a déjà rendu visite sur Méridien Zéro. J'ai nommé Jean Audry. Jean Audry qui est fidèle au poste donc sur son stand depuis déjà cette matinée. Jean Audry qui est également président d'honneur de Terre et Peuple, comme le fut jadis Feu Maître Jean. Jean Audry, bonjour.
Bonjour. Alors dites-moi un petit peu, enfin dites-nous pour les animateurs et les auditeurs, donc quelles sont un petit peu vos premières impressions de cette 16e table ronde de Terre et Peuple concernant la fréquentation, les premières conférences, vous avez eu le temps d'assister à quelques-unes d'entre elles? Eh bien, je suis d'abord très heureux que cette table ronde ait eu lieu, car ça n'était pas gagné d'avance. Vous savez ce qui nous est arrivé. Nous avons quelques bons amis fidèles et ils ont été au rendez-vous. Des observateurs attentifs en quelque sorte. Oui. Alors, eh bien, grâce à nos amis parisiens, nous avons pu trouver une salle et comme vous voyez, eh bien, nous avons à peu près la même affluence qu'à Villepreux et je m'en réjouis beaucoup. Alors dites-nous, quels sont un petit peu, vous, en ce qui vous concerne, vos projets à venir concernant les publications qui sont les vôtres. Nous pouvons rappeler à nos auditeurs, mais ils le savent déjà pour ceux les plus fidèles d'entre eux, que vous avez réédité il y a quelques mois votre manuel historique Les Indo-Européens, qui était initialement paru aux presses universitaires de France, au début des années 80. Donc avez-vous aujourd'hui encore des travaux sous le boisseau et qui risquent d'être publiés très prochainement? Eh bien, il y en a deux. Il y en a un sur le feu dans la tradition indo-européenne et un autre sur la tradition indo-européenne elle-même. Et l'un et l'autre me donnent beaucoup de travail. Ils seront édités chez Arquet ou chez d'autres éditeurs? Vous avez déjà un petit peu étudié la question? Le feu, c'est déjà entendu avec Arquet. La tradition indo-européenne, nous verrons. D'accord. Sinon, les dates de parution, ce serait pour le courant 2012 à peu près? Ou vous avez déjà une petite idée? J'espère que le feu sera terminé en 2012. Bon, je ne peux pas prendre d'engagement. D'autant que j'ai quelques autres activités, comme vous savez. Alors justement, en parlant de vos autres activités, vous présidez, je crois, le Club des Argonautes, qui est plus ou moins lié à Terre et Peuple. Pouvez-nous le présenter pour nos auditeurs? Eh bien, c'est un club qui a pour but de soutenir par tous les moyens et d'abord par les moyens financiers toutes les initiatives qui vont dans le bon sens et notamment celle de Terre et Peuple, bien entendu. Et jusqu'à présent, il a été, je crois, fidèle à la tâche dans la mesure de ses moyens. Mais ces moyens, ils ne demandent qu'à s'agrandir. Il suffit qu'on nous rejoigne pour que les choses s'améliorent. Très bien Jean, mais écoutez, plus que jamais nous vous souhaitons bonne santé, grande santé pour vous, bonne continuation pour vos actions en tant que président d'honneur Terre et Peuple et du Club des Argonautes. Nous attendons avec beaucoup d'impatience comme toujours vos prochaines productions, vous qui continuez à garder vivante la res Indo-Europeana en quelque sorte, un des plus grands indo-européanistes francophones encore aujourd'hui en activité, on peut le dire avec toute modestie. Jean, encore une fois de plus, merci d'être venu vous exprimer à ce micro et bonne continuation pour toutes vos activités. C'est moi qui vous remercie pour l'aide que vous m'apportez. Bien, nous recevons maintenant Jean Faure de l'atelier Forme et Ombre qui va nous parler de son activité, des objets qu'il présente aujourd'hui et puis plus largement de sa boutique à Saint-Maur, je crois. Oui, boutique à Saint-Maur-des-Fossés.
On existe depuis une trentaine d'années à peu près et on est avant tout artisan. Donc on fabrique du moulage d'art principalement. Depuis peu, on a également un atelier de confection, tout ça généralement dédié à l'époque médiévale principalement. Voilà. Alors, quels sont les objets que l'on peut trouver aujourd'hui à cette 16e table ronde de Terre-et-Peuple? Qu'est-ce que vous présentez aux visiteurs des stands? Alors on présente notre spécialité qui sont les blasons. On a les blasons des provinces de France, des blasons de région, des blasons de famille aussi qui peuvent être réalisés sur mesure à la demande. Et on présente aussi des objets d'origine nordique, celtique également et historique dans tous les cas de figure. Alors, si nos auditeurs qui sont franciliens veulent passer à votre boutique, vous présentez la totalité de vos objets également. Quels sont les horaires d'ouverture? Quand est-ce qu'on peut venir vous voir? Oui, alors on a une boutique, une échoppe médiévale de plus de 200 mètres carrés, donc on présente quand même pas mal de choses. On a les ateliers de moulage, les ateliers de patine, un atelier de confection, comme je vous disais. Et là, on présente aussi des objets d'importation ou des objets d'amis artisans et puis bien sûr nos productions qui sont à peu près les mêmes choses que l'on présente ici. Voilà. Alors vous avez donc un réseau d'artisans qui travaillent avec vous, dont vous présentez les créations. Tout tourne autour du médiéval, du nordique, du celtique. Est-ce qu'on y trouve des bijoux également? Oui, tout à fait. On trouve à peu près tout ce qu'on trouve sur une fête médiévale, c'est-à-dire effectivement aussi des bijoux, de la littérature, de la musique et aussi des produits alimentaires, puisque des produits traiteurs, des conserves médiévales et puis bien sûr toutes les boissons médiévales, l'hypocras, le blanc, le rouge, le moretum, l'hydromel, etc., la saugée, la cuvée des elfes, enfin voilà. Et d'ailleurs en ce moment, tous les dimanches, on organise des dégustations apéritifs sur place, accompagnés de pâtés médiévaux. Très bien. Alors, vous disposez d'un site internet pouvez-vous nous donner l'adresse, les coordonnées postales, de manière à ce que les auditeurs qui souhaiteraient prendre connaissance de vos produits et faire commande puissent vous joindre aisément? Alors, notre site qui est en ligne depuis assez peu de temps, encore un petit peu incomplet, mais on va rattraper le temps perdu très vite, c'est www.formsesombres.fr. Notre magasin se situe au 48 avenue Émile Zola, donc à Saint-Maur-des-Fautés, desservi par le RER. Oui, le département Val-de-Marne. Val-de-Marne, donc la station RER Parc Saint-Maur, et c'est assez facile même pour les Parisiens à trouver puisque la sortie du RER donne dans ma rue, donc conduit dans ma rue, donc c'est très très facile. Et voilà, donc on peut vous écrire, envoyer des mails il y a une adresse mail sur le site internet, et passer des commandes de produits à la fois culinaires, de dégustation et d'ornementation. Voilà, tout à fait. Voilà. Et on peut aussi réaliser toutes sortes d'objets à la demande, des logos, des blasons de ville, de famille particuliers, donc il n'y a aucun problème. Eh bien merci Jean, et puis bon retour sur ton stand, et puis bonne diffusion à l'atelier Forme et Ombre que nous soutenons bien évidemment. Merci, au plaisir, à bientôt.
toujours en direct de la table ronde de Terre et Peuple. Nous avons l'honneur de recevoir à la tribune aujourd'hui notre ami le colonel Michel Castillon. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour. Je suis très heureux de l'invitation de Terre et Peuple. Je suis d'ailleurs adhérent de Terre et Peuple depuis sa création. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Pierre Vial. Parce que Pierre Vial, lui, était candidat à Saint-Cyr à Lyon, alors que moi j'étais candidat à Paris. Moi j'ai eu la chance de réussir et Pierre Vial, je crois, a été bloqué compte tenu de son engagement à Jeunes Nations. Alors je crois que Jeunes Nations, c'est un mouvement que vous avez connu. Je pense que votre présence aujourd'hui n'est pas fortuite. Est-ce qu'il y a une continuité entre votre engagement d'il y a 50 ans et les convictions, les idées de Terre et Peuple aujourd'hui? Alors je vous corrige un peu. Mon engagement ne date pas de 50 ans mais de 54 ans. Puisque j'ai 68 ans aujourd'hui et j'étais militant de Jeunes Nations à 14 ans. Dans la cellule du lycée Louis-le-Grand qui était dirigée par François Duprat, qui a été assassiné depuis par nos ennemis. Et donc j'ai commencé à Jeunes Nations et évidemment j'ai tout de suite versé dans l'OAS Métro. À ce moment-là, je préparais Saint-Cyr, j'ai eu la chance de réussir. Et là, Saint-Cyr, l'encadrement militaire nous a protégés et j'ai pu m'en sortir, disons, sans grand séjour dans les prisons du régime. Voilà. Je crois que vous êtes un officier de la Légion étrangère. Alors j'ai essentiellement servi, j'ai servi dans l'armée pendant 40 ans, j'ai servi dans la Légion étrangère au 1er régiment étranger de cavalerie et l'essentiel de ma carrière, je l'ai passé quand même à l'étranger dans les services français de renseignement. Donc j'ai eu une carrière passionnante au Brésil, en Afrique australe, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Et puis parallèlement, j'ai continué à militer, mais de manière tout à fait cloisonnée. Et je crois avoir rendu en particulier de grands services à l'Afrique du Sud, au temps où il faisait bon vivre en Afrique du Sud. Alors, vous menez toujours les combats modernes, mais vous menez les combats de la mémoire. Vous êtes un fidèle militant de l'ADIMAD. Vous pourriez nous dire quelle est cette association, quel est l'objet de cette association et son actualité? Bien, l'ADIMAD, ce sont les anciens de l'organisation armée secrète qui se sont regroupés autour de notre président Jean-François Collin, qui a connu les prisons du régime, qui avait été condamné à 12 ans de prison. Nous sommes 2200, donc nous constituons un groupe extrêmement uni. Nous voulons combattre pour la mémoire des combattants de l'Algérie française, des combattants de l'OAS, et à cet effet nous essayons d'établir partout où c'est possible des stèles à la mémoire des combattants de l'Algérie française, en particulier du lieutenant de Gueldre et du colonel Bastien-Thierry. Et notre objectif final, c'est d'édifier une stèle au cimetière de Colombey, les deux églises. Oui, ça a le mérite d'être clair. Je crois qu'un jugement est tombé ces jours-ci. La stèle de Marignane, vous allez devoir l'enlever. Est-ce que pour vous, ça va être, vous allez le faire ou vous allez résister? N'importe comment, nous résistons. Hein. Le pouvoir peut faire ce qu'il veut. C'est un pouvoir illégitime. Donc nous allons continuer le combat. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Alors je vais vous poser une dernière question. Pour vous, quel est le plus grand soldat de ces 50 dernières années? C'est le lieutenant de Gueldre et le général Salan. Bien. Merci mon colonel. Je vous en prie. Alors nous sommes avec le camarade Sébastien du label Martel en tête.
présent comme de nombreuses années, depuis de nombreuses années sur la table ronde de TP. Donc cette année, Sébastien, tu as amené sur ton stand un certain nombre de t-shirts, mais je crois que tu fais également de la diffusion musicale. Est-ce que tu peux nous parler de l'actu du label Martel en tête? Bonjour à tous les auditeurs. Oui, effectivement, principalement, on fait de la diffusion musicale, c'est-à-dire sous forme de CD, le groupe nationaliste identitaire. Donc voilà, et tout ce qui tourne autour, tout ce qui est merchandising. Donc voilà. Et plus tard, on est en train de voir, on projette de produire. On va voir. On pense peut-être sortir une compilation avec des groupes français pour aider les groupes français nationalistes identitaires. Voilà. Alors dans l'actualité, en ce moment, on a le dernier Fracas qui est sorti, qui est excellent, l'Appel des Dieux, qui cartonne bien. Et on a aussi le AIFR, le mini-CD, un Time Bomb qui vraiment, celui-là, c'est une bombe, Voilà. Donc c'est pour les dernières sorties, Voilà. On a aussi le Camp Boom, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de faire un effort, faut aider ces groupes. Et aider ces groupes, c'est à éviter de télécharger les musiques. Oui, parce que, j'en profite pour dire qu'effectivement, c'est pas seulement les grands groupes connus sur la scène internationale ou les films très connus qui sont téléchargés. Malheureusement, on trouve également en téléchargement pirate, je dis malheureusement parce que là c'est directement pour notre cause et pour nos camarades, on trouve malheureusement des téléchargements pirates de tous les groupes amis. Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup, surtout des jeunes, je pense, qui téléchargent. Quand c'est des vieux groupes qui n'existent plus, c'est pas très grave. Mais télécharger des CD qui viennent de sortir, ça fait beaucoup de mal en fait, parce que le CD se vend moins. Après, le label qui a produit le CD, il peine à écouler ses CD, donc il en sortira moins, il produira moins de groupes. C'est-à-dire quand un groupe va aller voir un label, le label va lui dire écoute, t'es pas connu et tout, ça va être compliqué, on n'est pas sûr de vendre ton CD, étant donné qu'il faut dire ce qu'il y a, il y a une crise du disque depuis les téléchargements, depuis Internet. Et quand ça touche une petite scène comme ça, c'est assez catastrophique, Oui, surtout qu'on a un grand besoin je pensais à l'album de Fracas qui renouvelle vraiment le genre. On a un grand besoin de souffle nouveau sur la scène. Le support musical est un support fondamental pour le militantisme. Oui, tout à fait. C'est un support. Le support musical, c'est destiné à faire passer nos idées d'une façon simple et ludique. Voilà, il faut aider tous ces groupes, parce que malheureusement, maintenant à l'heure actuelle, moi je vois la différence avec, je sais pas, il y a 10 ans, les groupes ils peinent à trouver des gens pour les produire, Et ce qui est en cause là, le problème, c'est le téléchargement, Alors, sur des petits groupes sur des petits labels qui produisent, je sais pas, 1000 exemplaires, ça peut faire mal. Des multinationales qui produisent des millions d'exemplaires, ça leur fait pas grand chose. Et les types, en plus, par derrière, les artistes, les grands artistes, ils peuvent se permettre ils peuvent faire des concerts, ils peuvent faire vivre de ça en faisant des concerts, Même si ils vendent un peu moins de CD, ils peuvent se rattraper sur les concerts. Et alors d'où cette idée que vous avez, ce projet de boîte de prod finalement? Voilà, tout à fait, dans le but justement d'aider des nouveaux groupes qui justement ont des soucis pour se faire produire. On est en train de voir pour éventuellement faire une compilation avec des groupes avec qui on est en contact, qui ont beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui est prêt à les produire. Très bien. Alors, si nos auditeurs veulent commander et à la fois vos supports t-shirts et à la fois les CD, à quelle adresse peut-on vous joindre sur le net ou par écrit? Alors, on a un site internet marchand qui s'appelle martelentête.com. Voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup Seb, et puis bon retour sur ton stand et bonne diffusion. Merci à vous et longue vie à votre radio. Deux vagabonds tombés, le
Bien, avec nous sur le stand de notre ami avocat Éric Delcroix. Bonjour Éric. Bonjour. Bien, on se tutoie puisqu'on se connaît depuis très longtemps. On va pas faire semblant comme dans le studio. Tu as été l'avocat de qui d'ailleurs ? C'est un petit peu difficile. De Robert Forisson d'abord, du professeur Forisson, bien évidemment, d'Autant Lara et de bien d'autres. Enfin, c'est un petit peu... je suis pas venu avec ma liste. D'accord, donc en clair, tu as défendu François Brignot et d'autres personnes aussi glorieuses. Enfin... D'accord. Ça fait des années que tu interviens à Terrepeuple. Quel était l'objet de ton intervention à l'instant ? Contre les lobbies dans le domaine de la justice, puisque depuis 1972, la justice française est envahie par des associations qui sont autorisées à dester en justice pour des raisons purement idéologiques, saturant la défense et imposant, y compris au parquet d'ailleurs, l'idéologie antidiscriminatoire d'aujourd'hui. Parmi tous les lobbies que tu as eu à affronter, quels ont été les plus redoutables ? La LICRA, le MRAP et la Ligue des droits de l'homme, bien entendu, en justice, n'est-ce pas ? Ces associations en fait ont contribué à modifier profondément l'essence du droit français finalement. Totalement, ils ont réussi à totalement subvertir le droit français effectivement en moins de 40 ans. Dans quel sens ? Eh bien, au nom d'une morale qui est la morale antidiscriminatoire, ils ont restauré un ordre moral. Aujourd'hui, la justice est en droit, contrairement à ce qui se passait depuis 200 ans, comme au temps de l'Inquisition, de rechercher le fort interne d'un sujet de droit, par exemple pour savoir s'il a embauché ou refusé d'embaucher une personne pour des raisons discriminatoires, loué un bien pour des raisons discriminatoires, ce qui autorise la recherche le viol de la conscience de la personne. Globalement, ça reprend ce que vous avez exposé dans le théâtre de Satan. Dans le théâtre de Satan et dans le manifeste libertin, exactement, oui. Est-ce que vous avez d'autres écrits en cours actuellement, d'autres objets de réflexion ? Je crois malheureusement qu'il faut revenir sur cette question de protection du fort interne parce que c'est le 1984 que nous vivons aujourd'hui. Donc je pense que ce que je peux écrire en ce moment et que je pourrais publier dans quelque temps tournera encore autour de ce sujet parce qu'il est essentiel et que les juristes, notamment les professeurs qui sont des fonctionnaires, ont peur d'aborder. Nous feras-tu l'honneur de revenir au studio de MZ pour nous expliquer tout ça ? Je ne sais pas si ça sera un honneur, mais pour moi, ça sera un plaisir. Merci à toi, Éric. Déjà, il saccage Berlin. Ils ont faim, ils manquent de pain. De désertion par millions. Le président a pris l'avion. Les Mongols arrivent à Paris. Se décider, je m'inscris au parti. Le couteau entre les dents. Pour le grand soir, je suis dans les temps. Au son du Kalachnikov, je pique les plans de Boris Karloff. Avec mes potes du Caucase, je fais des occasions. Et nous avons maintenant sur notre stand de Méridien Zéro, Pierre Vial qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir nous parler de cette journée qui se conclut gentiment
et des intervenants, des conférences, de la thématique, de l'affluence, parce qu'on peut voir que malgré les déboires de salles et les changements de date, autour de nous, il y a foule. Donc c'est un succès et j'espère en tout cas que Rungis est un départ prometteur. Je crois aussi. Il ne faut pas dissimuler que j'avais quelques craintes en début de journée en me disant on ne sait jamais si le fait de changer de lieu, d'avoir été obligé de changer la date à 2 reprises n'allait pas un peu perturber le bon déroulement. Mais je suis rassuré pleinement ce soir. Tout va bien. Et ce que je disais en terminant tout à l'heure, c'est que voir qu'il y a autant de monde, pour nous, c'est évidemment réconfortant, ça nous aide, je dirais moralement, pourquoi pas dire cela, à tenir le coup dans les moments un peu plus difficiles, et il y en a, comme chacun sait. Alors, la thématique de cette année portait sur lobby, groupe de pression. Qu'est-ce qui a été développé On a eu tout à l'heure Emmanuel Ratier qui nous a brièvement rappelé sa thématique sur le siècle. Comment avez-vous embrassé cette thématique ? Alors, évidemment, le sujet pouvait paraître peut-être limité. En fait, il ne l'est pas, puisque quand on parle des lobbies et groupes de pression, on est amené à se poser un certain nombre de questions et éventuellement essayer de trouver des réponses sur l'ensemble de la vie politique, économique, sociale, culturelle, parce que une des caractéristiques de ce que l'on appelle la démocratie, il paraît que ça existe, on peut parfois se poser la question, c'est que les lobbies jouent un rôle absolument déterminant. Alors on a été amené au cours de la journée à expliquer que tout ça est un cadeau qui nous vient, comme beaucoup d'autres cochonneries, des États-Unis d'Amérique, parce que là-bas c'est considéré comme quelque chose de parfaitement normal. Organiser un lobby, c'est-à-dire convaincre de soi-disant élus du peuple de décider telle ou telle chose, de voter de telle ou telle façon, ça peut s'organiser, ça peut s'arranger, appelons les choses par leur nom, ça peut se monnayer. Donc on est au cœur de ce qu'il faut bien appeler le règne du fric roi. Oui, Crampon. Oui, je voulais poser une question à Pierre. On va se tutoyer à l'antenne puisqu'on se tutoie dans la vie depuis très longtemps. Est-ce que je vais être direct avec toi, est-ce qu'à 7 mois de la présidentielle, c'était pas joué au con que de choisir ce thème comme thème de la table ronde et de pas braver et d'avoir en retour éventuellement une interdiction comme tu l'as eu à Villepreux? Oui, je me doutais bien que ça ne serait pas simple, mais d'une certaine façon, la difficulté, je trouve ça plutôt plaisant, il faut bien le dire. Et puis, entre nous, organiser une table ronde sur la culture du poireau, ça peut peut-être avoir un intérêt pour un public limité, mais je pense quand même qu'il vaut mieux parler d'autre chose. Je plaisante, évidemment. Non, je crois que le sujet est un peu hard, c'est vrai, mais raison de plus pour en parler, parce que si on commence à se dire « oulala, il ne faut pas qu'on parle de ceci, il ne faut pas qu'on parle de cela, parce qu'on va avoir des soucis », on finira par ne plus parler de rien. Alors, à quoi pourrions-nous bien servir si on en venait à adopter une prudence excessive? Je sais bien qu'il faut être raisonnable, que parfois il faut se dire bon, n'agitons pas trop le chiffon rouge devant le taureau, mais après tout, la vie, c'est aussi une suite de défis. Cette table ronde était d'une certaine façon un défi et je tenais à relever le défi. Merci Pierre. Une question qui fera la liaison avec la précédente. Les prochains mois vont être très difficiles, crise économique, chaos ethnique, période d'élection, donc d'incertitude crasse. Quelles règles penses-tu qu'il faille suivre? En tout cas, quelle prudence faut-il observer? Ou quels pourraient être les axes de combat dans les mois à venir pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent? Comment se mobiliser intelligemment tout en étant prudent et radical? Je crois que Eugène Crampon l'a évoqué ce matin très bien. La réponse par rapport à ce qui nous attend et qui risque effectivement d'être marqué par certaines tempêtes, ça c'est tout à fait probable.
Ce qui n'est pas totalement pour me déplaire, parce que je crois qu'il n'y a que par la tempête qu'on arrivera à quelque chose. Sturm und Drang, et que l'assaut passe par la tempête. Mais pour l'avenir proche, et voire éventuellement un peu plus loin, à échéance des années qui viennent, c'est les réseaux identitaires qui doivent être l'objet de nos préoccupations, c'est-à-dire dire, redire, sans nous lasser à nos camarades que le plus important, c'est de se regrouper entre nous, c'est de savoir oublier les petites différences qui peuvent exister ici ou là, et qui sont normales et qui ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est de nous souvenir de ce qui nous unit tous les uns et les autres, qui est fondamental. Et dans les impératifs de survie qui sont devant nous, parce que je crois que, sans vouloir faire du catastrophisme à deux sous, je crois qu'effectivement c'est un impératif de survie qui va surgir un jour ou l'autre. Et ce jour-là, eh bien, il faudra que nous ayons les moyens de survivre. Et ça ne sera pas évident. Moi, je cite souvent une phrase, je vais te faire tressaillir, mais une phrase de Trotsky qui disait « Le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est de survivre ». Notre premier devoir, puisque nous sommes des révolutionnaires, c'est de survivre. Mais pour ça, il faut se donner les moyens de survivre. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui Pierre, alors on avait peur pour l'organisation de cette journée puisque tu as rappelé ce matin les raisons pour lesquelles Villepreux a été annulé. Le fait est que cette journée c'est un succès immense, il y a beaucoup de têtes nouvelles, c'est ça la grande réjouissance de la journée. On est des vieux habitués nous de la table ronde, on voit beaucoup de têtes nouvelles, beaucoup de jeunes. Toi qui es un vieux militant, plus de 50 ans, on en a parlé il n'y a pas si longtemps à l'antenne, qu'est-ce que ça te fait de voir beaucoup de jeunes maintenant, des jeunes qui vont découvrir Terre et Peuple, qui découvrent peut-être notre combat par ton biais? Est-ce que tu te dis voilà j'ai encore fait des enfants? Bah oui, je crois que faire des enfants, c'est ce qu'il y a de plus utile à faire au jour d'aujourd'hui. Comme j'ai passé un peu l'âge de passer aux travaux pratiques, je pense que faire des enfants, spirituellement parlant, c'est une façon comme une autre de prolonger les générations. Et c'est vrai que certains de mes amis me le reprochent parfois, mais j'essaye d'être lucide. Être lucide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, compte tenu de l'âge que j'ai, je sais que dans le meilleur des cas, les dieux, s'ils sont très gentils, mais je sais que les dieux sont très gentils, mais les dieux m'accorderont peut-être encore quelques années avant d'être gâteux. Donc je vais essayer d'en profiter pour continuer dans le même sens de ce que j'ai toujours fait. Eugène, tu disais 50 ans de militantisme, oui, même un peu plus maintenant, les années passent, je vais essayer d'ajouter encore quelques années, ma foi, et puis le jour où mes camarades me diront, tu sais, là tu commences à perdre un peu la boule, je me dirais, j'ai bien fait de passer le flambeau avant d'être totalement inutilisable. Merci Pierre. Bon, alors, que personne ne s'inquiète à l'écoute, Pierre est encore en très grande forme, tout va bien. Une dernière question, Pierre, d'ordre pratique et organisationnel. Rungis se passe bien, finalement c'est assez accessible. On est là l'an prochain? J'espère bien. Et je pense qu'on peut compter sur le patron de l'endroit où nous sommes, qui a été parfait aujourd'hui et les jours qui ont précédé, parce que je ne lui avais pas dissimulé qu'il pouvait y avoir éventuellement quelques soucis, des soucis auxquels nous aurions fait face en tout état de cause, parce qu'on a l'habitude, mais c'est vrai que je ne voulais pas que ça ça crée chez lui quelques états d'âme. Ça n'a pas du tout été le cas. Il a été d'un courage tranquille, d'une force tranquille qui fait plaisir à voir. Et je pense qu'il y a de bonnes chances, puisque nous avons été très heureux de l'accueil cette année, pour que nous revenions l'année prochaine. Eh bien, nous l'espérons tous. En tout cas, je peux vous dire que cette journée a été pour nous riche en enseignements, en rencontres, en prise de contact et en développement du réseau autour de la radio Méridien Zéro. Et ça, nous le devons à Terre et Peuple, à cette 16e table ronde qui nous permet, comme chaque année, de densifier le travail militant, de densifier le travail métapolitique et le travail de terrain. Mon cher Crampon.
Oui, comme d'habitude, Terrepop, c'est le dernier grand rassemblement des militants identitaires révolutionnaires européens. C'est un rendez-vous qu'il ne faut jamais manquer. Ceux qui ne sont pas là cette année, c'est dommage. L'année prochaine, notez déjà, hein, le dernier trimestre, apparemment, c'est toujours là que ça se passe, le dernier trimestre 2012. On vous y attend, on en reparlera. On a des idées pour vous mobiliser, pour vous faire venir, pour être à l'écoute. Continuez à écouter Méridien Zéro. Abonnez-vous à la revue de Terrepop. Et croyez-moi, on a passé un bon moment avec Pierre. C'est toujours une grande joie de venir chez lui. Et nous qui sommes ses enfants spirituels, on le remercie de tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Ça a été vraiment une très grande réussite. Merci Pierre. Et bon vent à Méridien Zéro qui fait un très 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 bon boulot. Eh bien voilà, mes chers amis, chers auditeurs, c'était donc une émission en direct de la 16e table ronde de Terrepop Laryngis. À la barre de cette émission, le lieutenant Sturm pour le micro, accompagné de Gérard Vaudan, de l'ami Crampon et du camarade PGL. À la technique, c'était le camarade Wilsdorf que vous avez plus l'habitude de croiser au micro. Nous sommes en moyen léger, en moyen mobile aujourd'hui. C'était une première, c'est une réussite. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée, si vous écoutez ça en journée, ou une bonne soirée, et surtout à l'abordage et pas de quartier.